Bonsoir. Le processus électoral est enclenché depuis plusieurs semaines déjà au Togo pour permettre aux Togolais en âge de voter de choisir le 29 avril prochain les députés à l'Assemblée nationale et les conseillers régionaux. Double scrutin à enjeux multiples. Demain, 13 avril, s'ouvre sur toute l'étendue du territoire national la campagne électorale. Ce soir, au cœur de la nation poursuit sa série de sensibilisation sur l'actualité électorale. Vous et nous allons découvrir ensemble la portée de ces élections législatives et régionales, leur implication dans le développement du pays. Nous découvrirons également les conditions dans lesquelles ces scrutins pourraient se dérouler, des scrutins apaisés. Et pour nous en parler ce soir, nous avons sur ce plateau deux invités. Nous avons d'abord M. Urobossi Tchakondo. Il est consultant en décentralisation, expert en décentralisation, ancien ministre. Monsieur Tchakondo, qu'on ne présente plus. Monsieur Tchakondo, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également le président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance et ITG. Il s'agit donc de monsieur Paul Ameganpo, qui est également un habitué maintenant de la télévision togolaise. Monsieur Ameganpo, bonsoir. Bonsoir Madame Atigakou. Bonsoir chers invités, une fois encore, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Monsieur Tchakondo, le 29 avril, selon donc le nouveau communiqué, la nouvelle organisation, les Togolais iront aux urnes pour un double scrutin, les législatives et les régionales. Alors, qu'est-ce qui motive ce procédé-là de double scrutin? Merci, Madame. Vous savez, l'organisation d'un scrutin, oui, a un certain nombre de conditions, une obligation. Oui. D'abord, c'est la volonté politique. Parce que vous savez, les gens parlent toujours que c'est la première fois que nous organisons les régionales. Oui. Et on dit que c'est la première fois qu'on couple un processus électoral. Donc ceci, d'abord pour vous dire qu'il y a le temps matériel qui s'impose. Parce qu'au Togo, nous avions constaté que pratiquement les élections sont organisées à un temps régulier en moyenne 2 ans par élection. Oui. Ça, c'est un peu trop pour un pays qui se veut, un pays qui se cherche pour un développement. Deuxième chose, c'est le problème financier. Vous savez, l'organisation d'une élection, vous ne pouvez pas savoir combien ça mobilise. C'est des milliards. D'abord, il faut mobiliser les hommes, le matériel, l'essentiel qui puisse permettre de juger un scrutin démocratique et paisible. Cela suppose qu'on doit rassembler beaucoup de moyens. Et si les moyens rassemblés pour faire le scrutin législatif peuvent permettre de faire en même temps pour les régionales, pourquoi pas? Vous voyez? Donc, je pense que c'est ça qui a motivé l'autorité à proposer ou arrêter le scrutin couplé. Et surtout pour mettre fin à cette chaîne indienne ou un fil indien qui dit que le Togo n'a jamais organisé les élections régionales. Parce que c'est depuis 1992 que nous avions ensemble, à la conférence nationale, décidé qu'il faut avoir nécessairement les conseils régionaux. Et nous n'avons pas pu le faire. Si aujourd'hui on le fait, on ne peut que dire bravo aux autorités. D'accord. Alors, M. Ameganpo, vous comprenez, disons, ce jumelage-là de scrutin? Oui, disons que c'est une tendance globale dans le monde et surtout en Afrique ces dernières années où nous remarquons que les pays font des élections générales, couplant ainsi les élections locales aux élections législatives et même présidentielles, avec des avantages que M. Tchakondo vient de souligner tout à l'heure. D'abord, ça permet de réduire la tension
parce que nous savons qu'autour de chaque élection, c'est une tension. Les élections sont des activités civiles les plus importantes pour chaque pays, où on mobilise en une journée au moins la moitié de la population pour être agents électoraux, pour sécuriser les élections et pour participer au vote. Et donc, coupler ces élections, c'est permettre justement de baisser donc, la tension qui entoure généralement l'organisation des élections, d'économiser des ressources. Il faut également souligner que c'est la célébration de la démocratie. Parce que le Togo a opté pour une démocratie représentative qui est accompagnée de la décentralisation. Et la démocratie représentative voudrait dire qu'on donne la parole aux citoyens de se prononcer à travers leur vote au bulletin secret sur les personnes, les hommes et les femmes qui doivent diriger la destinée du pays. Et nous savons très bien le rôle important que l'Assemblée nationale joue dans une nation et aussi l'importance de la décentralisation pour notre pays. Et donc, ce double scrutin permettrait de confirmer les différentes avancées en termes d'organisation des élections législatives, mais aussi de permettre de découvrir les élections régionales et tout ce qu'elles apporteront comme avantage pour notre pays. D'accord. Et justement, dans le courant de cette émission, nous reviendrons de long en large sur justement ces élections régionales. Mais d'abord, M. Amégampo, nous parlons de législatives et nous savons que bon, les législatives, c'est de permettre aux populations de d'élire des députés à l'Assemblée nationale. Mais au-delà, quel est l'objectif justement des élections législatives ? Oui, l'objectif des élections législatives, d'abord, c'est de confirmer la pratique démocratique, de faire comprendre que les populations togolaises seront représentées à l'hémicycle à travers différents courants politiques pour débattre des questions d'intérêt général et prendre des décisions sous l'angle législatif, mais aussi de suivi et d'accompagnement des politiques publiques au niveau du pays. Et donc, il est important de comprendre que les Togolais se retrouvent dans leurs représentants. Parce que les élections législatives permettent justement d'avoir des représentants pour chacune des circonscriptions. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, chaque Togolais a l'opportunité de choisir la personne qui pourrait le représenter au mieux. Et donc, au-delà des élections, c'est la portée souveraine que ces élections représentent. Et donc, ça exprime et confirme le fait que chaque citoyen souverain a une voix et exprime cette voix à travers son choix dans les urnes. Et donc, pour les élections régionales, c'est également la même chose. Ça permet justement de choisir ceux qui vont s'occuper du développement régional, du développement local. Et ces personnes ne seront pas imposées aux populations. Ça serait le choix légitime, le choix libre et le choix souverain de chaque Togolais et de chaque Togolaise. D'accord. Alors, M. Tchakondo, alors dites-nous, quelle sera l'image de la future législature ? Il faut être charlatan pour prévoir Non, l'image. on peut essayer, on fait un exercice. Mais du coup, nous pouvons dire quelle sera la configuration de la prochaine législature. Oui. Vous savez, comme M. Amégampo vient de le dire, nous avons opté pour une démocratie représentative. Et n'ayons pas honte de dire que la législature qui vient de terminer n'a pas pu rassembler autour de la table toutes les aspirations d'opinion politique qui existent dans le pays. Donc, j'inaugure que cette fois-ci, l'Assemblée nationale sera plus ouverte et inclusive, parce qu'à attendre tout ce que les acteurs politiques déclarent, pour la première fois, je suis heureux d'être Togolais parce que tout le monde dit on ira à ces élections. Ce n'est plus avant pour dire que, telle que la situation se présente, moi, je n'irai plus. On n'ira pas. Donc c'est déjà une fierté. Et c'est ça qui permet de savoir que le Parlement prochain sera très, 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 très représentatif.
Représentatif, ce n'est pas par rapport à la qualité des hommes. Non. Mais représentatif sur ce que je peux dire à l'analyse des opinions divergentes qui vont exister, nous aurons vraiment un Parlement qui rassemble toutes les opinions possibles. Mais parce que vous devez savoir que le Parlement, tel que M. Amegapo l'a expliqué, représente tout le peuple togolais. Et c'est pourquoi même dans ce découpage, on tient compte aussi même de faire en sorte que la minorité puisse être aussi représentée. Parce que ce soit les communautés minoritaires, les ethnies minoritaires, il faut faire en sorte que toutes les composantes de l'État puissent se retrouver quand même au Parlement pour avoir une voix. C'est-à-dire la voix ici, c'est parler. Quand on les appelle même les parlementaires, ils vont là-bas, c'est pour parler. Chacun dit de son coin ou bien de son pays, de sa communauté, de sa localité, les problèmes qu'ils ont pour qu'on puisse en tenir compte et définir les lois qui peuvent réguler les rapports entre les citoyens d'une nation. Donc moi, j'ai déjà ça, elle va être inclusive. Voilà. Et non seulement inclusive, nous sommes heureux que peut-être que ça va amorcer le début de partage des obligations, des contradictions du vivre ensemble. Parce que quand vous êtes nombreux, vous êtes pluriels, forcément, vous ne pouvez pas avoir la même vision de la chose dans un pays. Nous avons des visions diversifiées, mais il faut qu'on ait des visions de développement partagées. Parce que vision partagée, c'est quoi? C'est que chacun s'est entendu de ce que l'autre dit, mais tu as essayé de perdre un peu de ton opinion pour prendre un peu de l'opinion de l'autre. Et voilà, c'est pourquoi je dis, sur ce plan, nous pouvons faire l'analyse. Mais si nous voulons faire comme on fait en Europe, la droite, la gauche, quelle sera la tendance et tout ça. Mais ce n'est pas possible. Ce sera compliqué. Ça serait très difficile. Non, l'idée, disons que l'objectif justement de la question, c'est de penser justement à est-ce que ces élections seraient inclusives? Que pensez-vous justement du procédé de cette fois-ci? Effectivement, elle serait ouverte. Et d'abord, moi, tu vois, mais je vais embrasser ça déjà, vous avez parlé des enjeux de ces élections. Quand j'ai lu ça, j'ai ri. Les enjeux sont énormes. D'abord, c'est le renforcement de la capacité de l'État de s'affirmer en tant que nation, de s'affirmer en démocratie. Parce que ce soit les législatives ou les régionales, c'est une expression démocratique. Mais aussi, il faut dire que l'enjeu est détaillé parce que les formations politiques qui étaient absentes sont venues. Maintenant, ces formations politiques vont se battre pour démontrer que nous sommes très représentatifs sur le terrain. Ça, c'est d'abord le premier enjeu. Les formations politiques qui étaient allées et que les autres ne sont pas allés, d'autres les considèrent comme si c'est parce que nous, on n'était pas là que vous êtes là, vont se battre aussi pour réaffirmer leur position, leur occupation du terrain. Voilà, ça c'est un enjeu. Et l'autre enjeu, les partis majoritaires, comme ils le disent, notre grand parti, c'est l'occasion aussi de se battre pour démontrer aux autres qu'effectivement, nous sommes un grand parti. Donc, c'est un enjeu de taille. Parce que si jamais ils perdent leur place de premier parti politique, il y aura plus le slogan de grand parti. Mais s'ils prennent ça, et ils confirment qu'ils sont un grand parti, malgré que les autres sont là, ben, finalement, on est vraiment un grand tout le monde va concéder pour dire qu'ils sont vraiment un grand parti. Voilà, donc ça c'est un enjeu politique, je dirais même un enjeu social, mais qui aura des répercussions économiques parce que ça va amener un peu de stabilité
ça va calmer le jeu politique et ça va nous amener tous à réfléchir que comment nous allons faire pour que les 5 premières années, nous aussi, on puisse s'affirmer comme chose. Je ne veux pas aller sur le débat qui est au jour, qui est aujourd'hui, où on veut revoir le rôle des députés à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est un enjeu. Si demain, par exemple, on finit par dire finalement que nous sommes allés dans le système parlementaire, régime parlementaire, mais les députés auront un rôle important à jouer. Et tout le monde se battra pour être vraiment à l'Assemblée nationale, non seulement pour prendre part au choix du futur président du Conseil et président de la République, mais également tendre à être, comment l'appelle-t-on, cette formation qui aura à gérer, à décider de l'avenir de ce pays. Parce que quand vous prenez... quand on parle des élections législatives en Grande-Bretagne, vous voyez comment le débat est très sérieux parce que c'est le régime parlementaire. Et tout le monde se bat dans son coin pour quand même être présent à la table du débat. Voilà, ça c'est des enjeux qui sont là et qui nous attendent. Tout à fait. Monsieur Amégampo, alors que pensez-vous justement des enjeux de ces législatives? On va dire que ces législatives ce ne sont pas celles que nous avons connues par le passé. Oui, il est vrai que c'est encore trop tôt à l'instant T d'aller sur certaines dimensions de la mission qui serait confiée aux députés, aux parlementaires différemment de leur mission actuelle. Mais parmi les enjeux, il est important de souligner le succès même dans l'organisation de ces élections. Parce que ces élections sont organisées sur les ressources publiques propres de l'État, ce qui affirme la souveraineté du Togo à organiser des élections sur des ressources propres et à bien les organiser. Et donc, le succès de ces élections constitue un enjeu majeur. Il faudrait que ces élections soient transparentes, que la logistique électorale soit bien mobilisée et déployée sur toute l'étendue du territoire et dans tous les bureaux de vote, que la logistique et les différents kits fonctionnent correctement, que les agents électoraux, les agents de sécurisation du vote et les électeurs se comportent de manière convenable, que d'abord la campagne électorale se déroule très bien dans la convivialité et avec le fair play nécessaire qu'il faut et que les résultats soient acceptés par tout le monde et qu'il n'y ait pas de tension. Il est important, vu les enjeux sécuritaires pour le pays, que chaque citoyen puisse également voter, qu'il se trouve à Naki-Est ou à Nano, ou j'en passe, que chaque citoyen ait l'opportunité de voter. Je pense que ces enjeux préoccupent tout le monde, préoccupent les institutions publiques, la CENI, les états-majors des partis politiques, mais aussi des candidatures indépendantes et les citoyens dans leur ensemble. Et dans ce succès, je pense, enverrait un message très fort pour dire oui, en vertu de notre souveraineté, nous sommes capables d'organiser des élections inclusives, libres et qui seraient couronnées de succès. De succès. Tout à fait. Alors, Monsieur Diakondo, nous avons parlé d'élections législatives, mais nous allons nous attarder plus sur les élections régionales parce qu'on le dit, c'est la première fois qu'on les organise au Togo. Alors, d'abord, depuis 1992 que cela a été décidé, pourquoi le Togo n'a jamais pu organiser des élections régionales? Ça veut si j'ai ri. J'ai été un acteur depuis 1992. Okay. Nous avons bien fait de vous inviter. Ah oui. J'ai été un acteur. Vous savez, on n'a pas pu organiser les élections régionales à cause de, si vous me permettez, le manque de volonté politique. Vous savez que le débat politique togolais, on ne fait que
regardez la présidence. Que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition. Vous savez, vous croyez que si c'est présidentiel qu'on n'avait pas organisé depuis 1992 jusqu'à ce jour, on va être dans ce pays? Mais non, pas du tout. C'est pas vrai. Il faut forcément organiser. On va dire non, nous ne pouvons pas accepter ça. Ça, nous n'allons jamais accepter ça dans ce pays. Mais quand c'est les régionales, pour les acteurs politiques, de l'opposition comme du pouvoir, c'est rien. Alors que c'est le point de départ du développement. Et quand vous voyez pourquoi j'ai dit que c'est rien, depuis qu'on a commencé, à chaque fois qu'on commence par la présidentielle, on finit par la crise, les contestations. De contestation en contestation, on retombe encore dans le nouveau cycle électoral. Et on oublie toujours ce qui est considéré comme inférieur. Vous voyez aussi, on a mis du temps pour organiser les élections communales. Oui, parce que ce n'était pas considéré comme des enjeux. Ce n'était pas des priorités. Non, ça là, même l'opposition se dit que ça, c'est rien. Ça. Nous ne pouvons pas nous laisser voler la victoire présidentielle et nous allons aller dire que nous avons. Donc, à défaut, au moins, on accepte les législatives. C'est pourquoi les législatives ont toujours été organisées. Maintenant, on n'a pas organisé, mais dans le mental de tout Togolais, nous savons qu'il y a les régions. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, tu es d'où? Il va te dire, je suis de Palimé. Non, Palimé, c'est où ça? C'est la région des plateaux. Tu demandes à quelqu'un, tu es d'où? Que je suis de Sokoré. Ah bon? Ou bien je suis de Kamba. Dans la centrale. On dit c'est où ça? C'est la région centrale. C'est-à-dire nous-mêmes, dans notre mental, nous affirmons que nous appartenons à des régions. Ça, personne ne peut le nier. Mais c'est nous donner la chance de choisir nos représentants légalement. C'est ça qui n'a pas été fait. Alors que nous tous, nous sommes là, nous affirmons que nous sommes de là, et des fois, nous faisons des accusations gratuites vis-à-vis des gouvernants. Ah, cette région est développée parce qu'on finance beaucoup dans cette région plus que notre région. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous on a fait? Et ça aussi envenime le débat politique. Tout le monde veut être président pour pouvoir gérer sa région. Et tous les citoyens de la région disent, vous aussi battez-vous pour que vous ayez la présidence, pour que nous aussi on puisse bénéficier du développement. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, moi je salue vivement que ces régionales-là puissent se dire. Parce qu'au fait, c'est l'idée qui a poussé les acteurs qui étaient présents à la conférence nationale de parler des régionales. Parce que ça permet de réguler et de planifier le développement sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est pourquoi je dis, c'est de faire ça d'une manière un peu orthodoxe, je ne dirais pas catholique, pour faire par belle ou catholique, alors que je suis musulman. Bon, donc je dis, ça ne casse se dérouler dans de bonnes conditions, pour qu'ensemble nous puissions savoir que, enfin, nous avons nos représentants régionaux qui vont se pencher sur notre développement. Et ça, peut-être, une question viendra, mais je vais... Parce que ça, le rôle de ces conseillers, c'est de coordonner le développement régional. Okay. C'est eux qui vont d'abord définir et planifier les axes de développement. Dans chaque région. Et vous savez, c'est ça qui manque. Nous sommes dans un moment spécial. Parce que s'il y avait les conseillers régionaux, et qui sont des conseillers régionaux vrais, qui réfléchissent, qui ont l'ambition de développer la région, chaque région a ce que nous appelons quelque chose de spécifique, une richesse naturelle. Voilà, à promouvoir. À promouvoir. Et puis, au niveau de chaque région, nous avons des potentialités qui nous permettent de nous affirmer. Par exemple, un jour, je disais que, par exemple, quand on prend la région des plateaux,
la région des plateaux, à 80%, nous produit des fruits. Pourquoi ne pas se positionner comme une région qui produit des fruits pour nourrir tous les Togolais? À partir de la région des plateaux, tout le Togo sera alimenté en fruits. Mais c'est la même chose quand tu prends la région centrale, par exemple, qui produit du céréal et des ignames. On essaie de les aider, de les orienter pour dire, vous, mettez-vous à produire des ignames et du céréal. Et par conséquent, ces ignames et ces céréales peuvent nourrir même nos amis des plateaux parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de cultiver le maïs et le mil pour détruire la forêt et pour que nous puissions... Voilà, ça c'est un développement rationnel. Voilà. Et une certaine complémentarité. Mais je ne veux pas oublier mes amis de la faim. De là-haut. De là-haut, mes esclaves. Maintenant, vous voyez là-bas, tout le monde sait que c'est eux qui produisent les volailles. C'est eux qui produisent les bovins, les ovins, mais on les appuie dans ce domaine, donc leur label-là, qui développe ça pour que ça nous permette d'avoir beaucoup d'animaux ici et de volailles pour remplir nos besoins. Voilà. Au lieu d'attendre qu'on nous amène ça du Niger, du Burkina, sur le territoire nous-mêmes, nous pouvons... Voilà, ça c'est des pistes de réflexion qui avaient amené à ce que nous disons qu'il faut forcément les régionaux. Et comme ça, nous allons nous permettre de dire que nous serons nous-mêmes acteurs et bénéficiaires de notre développement. Donc ça, c'est le palier de la décentralisation. Tout à fait. Nous reviendrons justement dans le courant de cette émission sur, disons, l'apport des régionales justement dans le processus de décentralisation que le Togo a déjà enclenché. Monsieur Amegapo, donc, à écouter Monsieur Tchakondo tout à l'heure, on comprend que peut-être que les dirigeants ont mieux cerné l'importance des régionales. Voilà pourquoi nous allons à des scrutins. Absolument. C'est-à-dire que c'est si bien expliqué qu'on se retrouve aisément là-dessus. Et de manière structurée, il faut dire que les régionales répondront à 3 préoccupations essentielles. La première préoccupation, c'est l'affirmation de la volonté politique. Parce que les régionales font appel à la politique. Parce que c'est l'occasion de choisir les dirigeants politiques, les gouvernants politiques au niveau régional. Et donc, à travers les élections, on montre que la légitimité régionale est importante pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir planifier et agir pour le développement régional et également être en mesure de rendre compte aux populations. Les populations se sentiront concernées, connaîtront nommément les gens qui sont regroupés au sein des conseils régionaux. Le président du conseil régional sera très bien connu des populations et donc il serait facile aux citoyens de chaque région de doiter, d'interpeller et de demander des comptes de ces élus. L'autre dimension qui est aussi importante, c'est le développement socio-économique et culturel. Parce que la mission des régions, des conseils régionaux, contrairement aux députés qui, eux, seront des législateurs, où on ne voit pas les actions concrètes, si ce ne sont pas des cadres programmatiques, législatifs et les budgets qu'ils adoptent pour le fonctionnement de l'État et les investissements, au niveau des régions, ce sont des actions concrètes. Et donc, les activités des régions seront plus orientées vers les investissements et également les équipements socio-collectifs qui permettront le développement sur tous les aspects. Les questions relatives au marché, à la promotion du commerce, les foires, les questions relatives à l'éducation, les questions d'ordre d'emploi pour les jeunes et tous les aspects qui permettront justement de promouvoir un développement inclusif et harmonieux au niveau des régions. Et au-delà, nous savons que sous les régions, il y a les communes. Et donc la mission des régions également, c'est d'avoir un aménagement du territoire qui intègre les différents plans de développement communaux.
de sorte qu'il y ait une harmonie dans les investissements, que les populations ne trouvent pas de différence, tel que le ministre vient de le dire tout à l'heure, où les gens peuvent reprocher que telle commune se développe plus que telle autre. Il est important qu'au sein d'une même région, qu'il y ait un arbitrage nécessaire pour que le développement soit harmonieux. La dernière mission ou dimension des régionales, c'est justement la cohésion sociale, l'apaisement et la réconciliation. Parce qu'il y a des questions qui peuvent être d'ordre ethnique. Nous savons qu'au sein d'une même région, il peut y avoir plusieurs ethnies, il peut y avoir des pratiques économiques, agricoles, culturelles différentes, où des communautés peuvent se heurter. Et donc, au niveau des régions, il doit y avoir une politique de dialogue, de recherche permanente de nouveaux contrats sociaux qui ne sont pas nécessairement des choses à négocier au sommet, qui ne regarderaient pas le gouvernement ou le Parlement, mais au niveau local, on peut amener les conseils régionaux avec les autres élus au niveau des communes et pourquoi pas les gouverneurs et les préfets à travailler en sorte qu'il y ait une harmonie au niveau de chaque région. Et si toutes les régions vivent harmonieusement, c'est tout le territoire qui serait harmonieux. Et donc nous comprenons donc aisément l'importance de ces élections régionales, de cette légitimité régionale qu'on accorderait à ceux qui vont désormais décider des actions et des politiques de développement territorial au niveau des régions. Tout à fait. Merci, M. Amégankou. Alors, M. Diakondo, bon, à vous écouter, on voit, on cerne un peu plus l'importance de ces élections régionales. Mais dites-nous, quels seront les enjeux? Parce qu'on a des communes maintenant. Alors, on va avoir on a des communes, disons, on a les maires. Maintenant, on va avoir des conseillers régionaux. Quelle sera la nuance? Oui, c'est vrai. Il y a une nuance. Et la nuance peut se lire à travers les textes, les lois. Vous savez, nous avons opté pour la décentralisation comme mode de gouvernance dans notre pays. Mais nous avions, dès le départ, pensé que la décentralisation à 3 niveaux pouvait permettre de travailler plus harmonieusement pour faire booster le développement. On avait parlé de communes, préfectures, régions. Et quand nous avons changé d'option pour faire des communes, ce que nous appelons la communalisation intégrale du territoire, vous allez voir que pratiquement il n'y a pas un seul canton qui n'est pas dans une commune. Alors qu'avant, on avait le chef-lieu qui est commune. Et les autres cantons, bon, merci, débrouillez-vous. Donc c'est à eux qu'on avait donné la région, pardon, la préfecture. Maintenant que nous avons fait la communalisation intégrale, il me reste et la région. Et quand vous prenez les compétences et les attributions, par rapport aux compétences, on dit compétences propres, compétences partagées et compétences transférées. Et ici, je voudrais en rappel dire que l'État ne fait pas de la décentralisation pour s'affaiblir, mais c'est pour renforcer l'État lui-même. Donc l'État a un certain nombre de compétences qui les retient, mais un certain nombre de compétences qu'il partage à chaque niveau de la décentralisation. Et c'est là où ça fait appel à ce que nous appelons le principe de subsidiarité. Ce que les communes peuvent faire, les communes font ça à leur niveau. Maintenant, la région s'occupe pour des actions interpréfectorales. Parce que si vous prenez par exemple les routes, vous quittez Lomé, vous allez traverser plusieurs préfectures avant d'arriver dans une autre région. Ça participe à faire en sorte que le débat interrégional puisse se poser pour voir qu'est-ce qu'on fait. Les éléments essentiels qu'il faut partager. L'État dit, moi je m'occupe de l'international
Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, par exemple. Mais sur le plan régional, qui va s'occuper, par exemple, de la route qui quitte Palimé à Tapamé. de Lomé à Tapamé? Et si nous pas Limé, même à Tapamé. Tapamé. Parce que ça, c'est pour vous dire que moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on devrait faire de Palimé un chef de région. Parce qu'il faut partager la région des plateaux en deux. C'est un peu vaste. C'est comme ça que j'analyse. Mais ça appartient aux autorités. Les autorités de décider. Ça aide de décider. Oui. Pour maintenant, quand vous prenez les HCR ou bien les hôpitaux régionaux, les lycées, les CIG, la commune ne peut pas développer ça. La commune n'a pas les moyens pour faire face aux obligations de ces établissements. Qui fait? C'est la région. C'est la région. Ça m'amène à vous dire, quand moi j'étais petit même, on était à Philo, on nous dit de mettre les lycées que nous voulons, où on veut aller après le BPC. Oui. Après le BPC. Le BPC. Oui, mais c'est BPC, c'est après le Le CP. CPD. Parce que, le parce que CEP, les on lycées commence. étaient un enseignement complet. Oui, On commence depuis la 6e jusqu'à... jusqu'en terminale. Et j'ai mis un lycée de Koji. Je mets 2 lycée de Tocoin. Je ne mets même pas les lycées Proche de... proches de moi. Et j'ai réussi. On m'invite à l'inspection pour dire, tu as qui à Palimé? Je dis, je ne connais personne là-bas. Et tu veux aller à Palimé? Je dis, non, que le nom m'intéresse et je veux aller là-bas étudier. Ouais. Oui, parce que ça peut arriver. Qu'on m'autorise à venir étudier là-bas, Oui. mais c'est la région qui crée ce que nous appelons les internats pour faciliter la prise en charge des enfants qui veulent étudier et qui n'ont pas des parents proches. Dans la localité. Oui, donc la région a un rôle important à jouer, comme M. Megakou l'a dit entre-temps. D'abord pour créer la cohésion nationale. Donc la cohésion sociale, ça permet aux gens, parce que vous savez, ce que je dis là, ça participe un peu à une science-fiction parce qu'on ne sait pas, mais on ne se rend pas compte. Mais il y a des gens, parce que le fait qu'ils ont fait internat ensemble, ça a créé un lien À vie. à vie. Ils se voient, ils se respectent, ils font tout en même temps, ensemble. Aujourd'hui, on parle des chaminadois. Parce que tous Vous ceux voyez, qui non? sont sortis de chaminade. Parce qu'ils ont fait chaminade. C'est comme Faye et Sonko. Ils ont fait aussi l'internat. L'internat ensemble, aujourd'hui, ils cheminent Vous ensemble. voyez, donc ça, moi je pense qu'il faut que les régions prennent leurs responsabilités maintenant et voir comment développer cet état d'esprit dans les têtes de nos jeunes. Et puis ça, les régions permettront d'assurer la sécurité au niveau de chaque région. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a créé un programme, on dit PUS, programme de quoi, des savanes. Oui, pour la sécurisation de la zone et le développement. Vous voyez, non? Mais concrètement, si on a créé un programme pour aider les savanes à gérer et jubiler la crise d'insécurité là-bas, là, mais qui suit ça? On est obligé de prendre les gens de Lomé pour dire que c'est eux qui vont s'occuper de ce programme. Mais la région pouvait s'occuper de ça parce qu'ils sont là, ils savent comment ça se passe. Ils connaissent les réalités. Et ils ont des informations qui les parviennent à tout moment. Ouais. Donc les régionales, je pense que les conseillers régionaux, auront une lourde charge, une responsabilité. Mais en même temps également, ça permet aux citoyens de faire un contrôle citoyen de l'action publique. Ça leur permet de faire un contrôle citoyen de l'action publique sur le plan régional. Mais vous savez, ça au moins les Togolais savent le faire.
si la région avantage une préfecture en défaveur des autres préfectures, je sais qu'ils vont commencer par crier. Oui. Que Nous sommes tous de la même région. Nous sommes tous de la même région, mais vous financez trop telle préfecture que nous. Nous ne sommes pas d'accord. Oui. Mais ce n'est pas par la violence, mais rappeler à l'ordre les responsables régionaux, que seront les conseillers ou le président du conseil régional, rappeler à l'ordre pour lui dire qu'il y a quelque chose qui se passe. La région, c'est nous tous. Donc nous devons faire en sorte que quelque chose. Voilà, c'est que c'est une question de complémentarité. Les communes ne peuvent pas faire ce que les régions font, mais il doit y avoir une collaboration entre les maires et les conseillers. Vous voyez, pour qu'on puisse ensemble partager les informations, les idées et aller vers un développement. Ça, je le dis toujours que c'est parce qu'on se parle qu'on va trouver des solutions. Ça, c'est clair. Si on ne se parle pas, on ne va pas trouver de solutions. Non, pas du tout. Mais ce qui est le dernier élément aussi, il faut savoir que les partis politiques auront aussi l'espace de clore, d'émerger dans chaque région. Vous voyez, aujourd'hui, ça je le dis parce que moi je circule tout le temps sur le territoire, l'implantation des partis politiques est déséquilibrée. Vous allez voir que la plupart des partis politiques, si vous prenez les partis politiques de l'opposition, ils sont plus présents à Lomé qu'à l'intérieur. Et il y a certains partis politiques, en dehors du cercle de Lomé, on ne les connaît même pas à l'intérieur. Et ça n'est pas bon. Et c'est peut-être pendant les élections qu'ils font peut-être l'effort d'arriver dans certaines D'autres localités. oublient même qu'ils étaient présidents de parti. C'est quand les élections arrivent que... Et on les découvre. Les populations se demandent c'est quel parti. Et il dit je suis leader de parti politique. Même quand il dit ça, la population se pose la question, depuis quand? Vous voyez? Tout à fait. Bon, donc voilà, ça c'est des anomalies qui ne permettent pas à un État d'évoluer. Donc je pense que ça nous aidera forcément à aller de l'avant. Et surtout à résoudre beaucoup de peut-être d'anomalies, d'irrégularités que l'on a rencontrées. Alors, M. Amegapo, on a parlé, M. Tchakondo a développé de long en large le rôle de conseiller régional, de futurs conseillers régionaux. Mais dites-nous, c'est vrai que la campagne commence demain. Après, le 29, nous irons voter. Mais qui peut être conseiller régional, finalement? C'est intéressant. Tout citoyen togolais, hommes et femmes, parce qu'on est également sensible à la question de représentativité des femmes, et surtout les jeunes qui sont majoritaires au Togo. Il suffit juste d'avoir 25 ans révolus au moment du dépôt des candidatures et jouir de l'ensemble de ses droits civils et politiques pour pouvoir être candidat. Et il faut souligner que la candidature n'est pas individuelle, parce que le mode de scrutin pour les élections régionales, c'est un mode de scrutin proportionnel, au plus fort reste, qui oblige donc tous ceux qui veulent être candidats au niveau régional de se mettre ensemble et de constituer une liste qui compte autant de candidats que de nombre de sièges à pourvoir, plus 50%, c'est-à-dire des suppléants, au cas où un élu ne serait pas disponible, que son suppléant puisse le remplacer éventuellement. Et donc tous les Togolais ont droit d'être candidats. Et ce qu'il faut souligner également d'important dans le contexte togolais, c'est que la liberté de participation à ces élections comme candidat est tellement large, dans la mesure où ce n'est pas seulement les partis politiques qui peuvent proposer des candidats à ces élections, mais aussi des citoyens lambda qui peuvent de manière indépendante constituer des listes indépendantes et être candidats. Et ça, c'est déjà à tous les niveaux, hein, pas seulement au niveau des élections régionales, mais aussi pour les législatives et également pour la présidentielle. À tous les niveaux, il y a cette ouverture, ce
qui d'ailleurs ne s'observe pas dans d'autres pays en Afrique ou ailleurs. Et donc tous les citoyens togolais respectant ces critères peuvent être candidats. Mais au-delà de cette explication basique, il est important de comprendre que la fonction d'élu régional a des exigences. Il faut avoir un minimum de compétences. D'abord, la loi sur la décentralisation et les libertés locales, qui est une loi très bien élaborée, qui est très spécifique et qui prévoit tous les aspects qu'on a essayé d'esquisser tout à l'heure, mérite d'être comprise par tous ceux qui veulent être candidats, mérite d'ailleurs même d'être expliquée aux populations avant que ces dernières ne portent leur choix sur les candidats éventuels. Et au-delà de ça, c'est également la planification et l'exécution des actions de développement local. Il est donc important d'avoir une bonne intelligence pour comprendre les enjeux et les priorités des citoyens au niveau local, au niveau régional. M. Chakondo a précisé certains aspects de ces enjeux, de ces besoins, mais il est important d'avoir des citoyens qui soient capables d'approcher les populations, de faire des diagnostics constants, d'évaluation des besoins, de planifier, d'avoir une capacité de mobilisation des ressources, parce qu'il faut des ressources financières qui doivent venir des différentes ressources que l'État a prévues sous forme de taxes, d'impôts et de redevances au niveau local, mais également des ressources que les conseils régionaux peuvent obtenir de l'État et d'autres formes de jumelage, donc de coopération décentralisée qui permettront justement d'apporter une valeur ajoutée au développement local. Et donc il faut avoir des hommes et des femmes qui sont dynamiques, qui ont un leadership qui transcende des clivages politiques, des clivages communautaires et qui peuvent faire des propositions concrètes pour le développement local. Parce que le développement de chaque région fera le développement du pays. Lorsqu'on traversera le Togo du sud au nord, de long à large, on réaliserait que chaque région présente ses spécificités avec des couleurs plurielles, mais qui apportent à la fois de la beauté, de la dynamique. Et ça serait donc grâce à ces élus. Donc il est important que ceux qui sont déjà candidats, puisque les listes sont déjà bloquées, comprennent que les enjeux ne sont pas que politiques. On n'est pas candidat pour être élu, pour appartenir à un parti politique ou à un mouvement indépendant, mais on est candidat parce qu'on porte une vision. On porte un engagement de contribuer au développement du pays, de contribuer à l'épanouissement de chaque citoyen et de répondre aux enjeux de satisfaction des priorités des citoyens. D'accord. Alors, Monsieur Amegapo, demain, 13 avril, donc, s'ouvre la campagne sur toute l'étendue du territoire national, justement en vue de ces élections régionales et législatives. Alors, dites-nous, quel devrait être le comportement de tous les acteurs impliqués? Je parlais et des représentants de partis politiques et des électeurs eux-mêmes que disons, les candidats auront à rencontrer. Quel devrait être leur comportement pour que nous puissions dire qu'on a organisé des élections apaisées au Togo? Oui, d'abord, il faut que chaque citoyen, candidat ou non participant à la campagne ou spectateur des campagnes électorales, comprenne que c'est une fête. Les élections, c'est une fête politique. C'est un moment où les gens se retrouvent, les gens qui ne se connaissaient pas avant. Les gens font des déplacements, les gens se croisent, les gens partagent des réalités. Et c'est un moment qui doit nous apporter de la jouissance. Un moment qui doit marquer notre vie. Excellence l'a dit, il est vrai que les élections sont plus rapprochées au Togo, mais en réalité, c'est tous les 5 ans qu'on a de tels rendez-vous. Il est donc important que dans l'esprit de chaque Togolaise et de chaque Togolais, qu'on considère ce moment comme une période festive, qu'on soit dans notre milieu ou qu'on se déplace vers autre localité pour mener cette activité, qu'on comprenne que, entre autres fêtes que nous connaissons, c'est une fête politique. En plus, il faut un engagement civique et citoyen. Ces périodes sont régies par la loi.
et par plusieurs mesures réglementaires prises par le gouvernement, prises par la CENI, prises par la haute autorité de la communication, prises parfois même par nos autorités locales. Il est donc important que l'ensemble des normes qui encadrent la campagne électorale soient connues de chacun. Nul n'est censé ignorer la loi. Il est donc important que les leaders politiques, les chefs de liste, les membres des listes qui sont constituées sensibilisent leur équipe de campagne et portent ce message à leurs militants et sympathisants et aussi aux citoyens lambda que le respect de la loi, c'est ce qui permettra d'avoir un cadre harmonieux. Et ce respect de la loi pousse au fair play. Parce que lorsqu'on respecte la loi, on est orienté vers la tolérance. Moi, je me dis, c'est un peu comme on circule sur les routes. S'il n'y avait pas le code routier, quelqu'un vient côté droit, l'autre vient côté gauche et vire sur le côté droit. Mais bon, finalement... Ce sera un vrai désordre. Exactement. Et donc, le respect d'abord du code routier, c'est ce qui nous amène à être tolérants lorsque parfois nos engins se croisent un peu ou se rapprochent un peu. Voilà, on ne devient pas animaliste sur les voies. C'est la même chose durant cette période-là. Et donc, lorsqu'on respecte les tests, on est tolérant. Et quand on est tolérant, on va vers le fair play politique. Et quand on pratique réellement le fair play politique, qui consiste à se croiser, à se saluer, à se piquer parfois pour dire ben, on est meilleur que vous, mais avec toute la civilité qui l'entoure, on va donc célébrer ce moment politique historique dans la paix et cela va honorer tous les Togolais. Cela va permettre d'ailleurs à ceux qui seront élus d'avoir la légitimité suffisante pour pouvoir travailler pour le bonheur de chaque citoyen et de chaque citoyenne. D'accord. Alors, Monsieur Diakondo, disons, dans quelles conditions rassembler ou réunir pour des élections apaisées au Togo? Monsieur Amigabou a suffisamment développé. Je disais que je ne voulais même pas ajouter un seul mot. Mais ce que je vais dire, au-delà de ce qu'il a dit, tous les candidats doivent savoir que c'est une occasion qu'on leur donne pour vendre leurs projets de société. C'est pour aller vendre peut-être un rêve aux électeurs. Si moi je gagne, je vais faire ça, je vais faire cela, même si tu es conscient que tu ne feras pas, au moins c'est l'occasion pour toi de dire que tu vas faire des promesses. Mais si les gens vont et ils commencent par parler de la vie privée des autres, c'est ça qui amène le problème. Vous êtes allé pour faire campagne, ne parlez pas de l'autre. Parlez de vous. Parlez de vous. Vous êtes capable de quoi? Il a été clair pour les régionales. Il dit qu'il faut des gens capables de transformer nos problèmes en projets et de projets pour des actions de développement. Si tu vas et tu commences par insulter les autres, mais vous savez... Le temps de parler de soi... Ça ne passe pas. C'est ça le problème. Les gens n'ont qu'à nous servir de quoi ils savent. C'est ça qui permet au peuple d'évaluer les projets des sociétés et dire que lui, là, il peut nous servir quelque chose. Mais quand vous commencez par dire ah, non, non, non. Vous savez, nos parents, on croit qu'ils n'ont pas été à l'école, là, ils ne sont pas intelligents. Ils sont réellement intelligents. Tout à fait. Quand vous arrivez, vous commencez par parler, et vous insultez, vous insultez. Quand tu finis, tu quittes là, ils vont dire que lui, là, c'est un voyou. Hein. Il est venu là, vous avez entendu ce qu'il a dit. Si lui, on lui confie ça, c'est les crises que nous allons avoir ici. Il va passer son temps à régler des comptes. Mais c'est ça. Donc, moi, je veux que les gens disent concrètement quel est leur projet de société pour ce pays. Moi, je veux transformer le Togo en une terre de paradis. Même si tu mens, les gens vont dire que quand même, nous aussi, on rêve aller au paradis un jour, donc, sans mourir. On te suit. Mais quand tu es là, tu dis que, ah, mes amis, vous savez, Anita, là, si vous connaissez ce qu'elle est, vous n'allez même pas la recevoir ici. Mais est-ce que c'est de ça qu'on veut? On parle du développement. On parle du développement. Donc, pour me résumer, les meilleures conditions, c'est le respect d'autrui.
il faut que la campagne se déroule en bons citoyens, des citoyens capables de proposer quelque chose de concret et faire rêver la population. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tchakondo. Nous tendons vers la fin de cet échange-là, disons, de cette pédagogie que nous avons fait encore autour du double scrutin qui s'annonce bientôt. Mais avant de vous laisser repartir, Monsieur Tchakondo, peut-être une dernière question. À quoi les Togolais devront s'attendre au lendemain, après le 29 avril? Oui, je dirais que le rêve des Togolais aujourd'hui, c'est que c'est les institutions, c'est-à-dire les animateurs des institutions qui sortiront après ces élections, puissent être en mesure de réduire un peu leurs problèmes. Leurs problèmes de pauvreté, problèmes de chômage, le problème. Alors que c'est vrai que personne ne peut dire que je vais mettre fin au chômage. Ça, c'est la nature même. Je dis même chômage et pauvreté, c'est des inscriptions, que je dirais des inscriptions faites par le Dieu lui-même. À partir du moment où, dans la Bible, comme dans le Saint-Coran, Dieu a dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Cela veut dire que c'est des problèmes. Mais on veut ceux qui peuvent nous aider à souffrir moins. Donc, que vous soyez à l'Assemblée nationale ou vous soyez au niveau du conseil régional, pensez à ces petits démunis qui sont dans vos milieux. C'est tout ce que le peuple togolais attend. Donc ceux qui vont réfléchir et vont faire en sorte que les Togolais se sentent quand même appartenir à une nation. Parce que tout le monde est d'accord que nous allons mourir. Mais avant de partir, laissez-moi aussi vivre un peu heureux. Voilà, une bonne vie. Une bonne vie, c'est tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas autre chose. Tout à fait. Donc, moi, je souhaite d'abord une bonne chance à tous les candidats. Et tout ce que je vais leur dire également, c'est félicitations à tous ceux qui ont été courageux pour se porter candidat. Ah oui. Ce n'est pas facile d'être candidat. Ce n'est pas tout le monde qui s'est présenté. Non, ce n'est pas tout le monde. Et Dieu seul sait comment ils sont en train de se gratter la tête pour trouver les moyens. Pour commencer la campagne. Même la fois passée, je disais à mes enfants que ces candidats-là, surtout les candidats des milieux musulmans, ils ont eu la chance qu'on a reporté la campagne. Sinon, ils allaient faire la campagne en plein jeûne. En plein jeûne, et donc les gens vont venir rompre le carême chez toi. Et ils s'en foutent que tu as l'argent ou tu n'en as pas. Ils viennent s'asseoir que notre ami fait quelque chose. Un candidat fait quelque chose. Et c'est le début du calvaire que tu vas commencer. Heureusement qu'on a reporté. Un peu. Bon, maintenant, mes parents, chacun s'est retranché dans son coin pour que la fête vienne d'abord. Maintenant, voilà. La fête est venue et on dit, bon, reprenons maintenant. Voilà, on peut commencer. Ah, c'est déjà, merci Dieu, de les avoir permis de passer de bons moments pour faire la fête d'abord et maintenant faire face aux difficultés. Tout à fait. Parce qu'une campagne électorale, c'est des difficultés. C'est des difficultés. Des problèmes de fond. Même ceux qui vous considérez qu'ils appartiennent à des partis qui ont de l'argent, mais le parti donne un peu. Et le 6 apporte. Et on te dit, complète. Mais je vais trouver où? Bon, voilà, ça c'est des choses là, j'ai dit, il faut leur présenter des félicitations. D'avoir osé dire que nous, on va penser à votre place. Nous allons agir pour vous. Même s'ils n'agissent pas, cette volonté d'engagement-là est déjà à saluer. À saluer. Donc, une fois encore, je leur souhaite une bonne campagne et une bonne carrière pour ceux qui sortiront élus, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera élu. Et ceux qui ne seront pas élus, c'est la patience et le courage. Parce que j'ai dit, si tu as été une fois candidat, tu comprendras. Quand le soir du vote,
on dit que tu as échoué, c'est comme le ciel est tombé sur ta tête. Tu penses à ces sous que tu as mis là. À toute l'énergie. Toute l'énergie. Les promesses faites même à tes collaborateurs. Que si moi je suis élu, je serai ici et tu seras, je vais te faire ceci. Maintenant, tout est tombé à l'eau. Et ça aussi, si tu ne gères pas tes nerfs et ta pensée, ça peut t'amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est d'accepter, d'encaisser, accepter la défaite. D'où le fair play. Vous voyez? Parce qu'il y a certains, pour aller même aux élections, ils se préparent déjà à contester avant même que les élections ne commencent. Que ça là. Si ce n'est pas moi. Moi, je conteste. Donc, mais est-ce que toi, tu peux gagner? Il dit, oh, je ne cherche pas à savoir si j'ai gagné ou je n'ai pas gagné. Donc, il faut changer de mentalité. C'est ça. C'est à cause de ça que la contestation devient plurielle. Tout le monde conteste. Je ne veux pas citer quelqu'un. il a dit que toi, tu as quoi et on a volé. Et on nous a volé, du toi aussi. Tu as quoi, on a volé. Toi, tu n'as rien qui dit qu'on a volé. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Urobossi Tchakondo. Je rappelle donc que vous êtes consultant en décentralisation, expert en décentralisation, ancien ministre. Alors, monsieur Amégankpo, nous allons terminer avec vous. Alors, si vous avez un message à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans ces scrutins-là. Oui, d'abord, c'est pour rappeler la nécessité d'honorer l'importance de ce double scrutin en se comportant en digne citoyen, respectueux des lois et également en s'engageant pour le fair play. Parce que c'est l'intérêt général qui est poursuivi. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est même pas une question de parti ou de mouvement. C'est la nation qui est en jeu. Et c'est pour cela que nous sollicitons les Togolais dans leur ensemble, vieux, jeunes, hommes, femmes, à pouvoir opérer leur choix. Il faudrait que leur choix soit respecté. Il faut également accepter et accompagner les changements qui interviendront après le 29 avril. Il y aura des changements. Au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être pas trop de changements puisqu'on en a l'habitude, mais dans nos régions, on aura de nouvelles personnalités. On aura un édifice qui abriterait un conseil régional. On aura de nouvelles figures qui vont incarner l'autorité régionale. Il va falloir accepter cette réalité, accompagner ces acteurs et créer le cadre de collaboration. Il est important que les groupes sociaux, associatifs, les syndicats, les opérateurs économiques au niveau local, les acteurs politiques, les fonctionnaires publics, que tous les acteurs, les représentants de l'État, que tout le monde collabore avec ces nouvelles autorités pour faire en sorte que la décentralisation porte des fruits réels à travers son parachèvement avec ces élections régionales. Et donc je souhaite le meilleur pour le Togo. Je sais que c'est le début d'une marche, c'est le début de nouveaux défis et chacun doit jouer sa partition pour que cette marche nous amène à un bon port, pour que la génération actuelle et nos progénitures soient fiers des actes que nous posons aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Paul Amégankpo. Donc, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance ITG. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous entretenir et nous rappeler, en quelque sorte, les enjeux de ce double scrutin qui nous attend le 29 avril prochain. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'aurez donc compris, au-delà de toutes les divergences politiques, les élections, nous l'avons découvert une fois encore, sont des moments festifs. C'est une fête politique durant laquelle nous sommes appelés à la tolérance, au fair play, surtout au respect mutuel pour des élections apaisées et pour un Togo qui gagne. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.